Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ici à la Villa M ce matin. Nous sommes heureux avec Philippe Leduc et Renaud Degas de vous retrouver pour ce nouvelle émission des contrepoints de la santé. Nous débattons du financement de l'assurance maladie et donc évidemment de la santé dans le cadre du PLFSS. Vous noterez que nous sommes en pleine actualité. L'examen au Sénat s'est achevé vendredi dernier, il y a donc vraiment 48 heures, et fera l'objet d'un scrutin solennel aujourd'hui, le 21 novembre, puis à 18h, une CMP, commission mixte paritaire, alors que le texte a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture par un 49.3. Tout le monde connaît ce qu'est un 49.3. Ne faisons pas donc de cours de droit constitutionnel ici. Le PLFSS rythme chaque année à l'automne depuis le plan Juppé de 1996. Avril 1996, Philippe. Vous vous souvenez? Tu te souviens? Le financement de la sécurité sociale. Et donc, nous nous poserons la question ce matin avec nos invités. Est-ce qu'il est encore, ce PLFSS, est-il encore adapté pour financer les réformes de fonds et de structure? Les dépenses, en effet, augmentent. Et malgré cela, le système de santé donne toujours l'impression de se dégrader ou peut-être de ne pas s'améliorer. Donc, 250 milliards d'euros pour la santé, un déficit de 8,8 milliards d'euros en 2023, 11,2 milliards annoncés en 2024, sans que l'on voit réellement les politiques visées. Nous aborderons donc toutes ces questions et quelques autres qui sont des questions d'actualité, les besoins de financement des hôpitaux, excusez du peu, les franchises sur les médicaments, la question de l'AME, et puis l'avenir de la CADES, etc. Et nous le ferons avec 3 parlementaires, très investis évidemment sur les questions de santé, par ordre alphabétique. Jérôme Gage, bonjour, vous êtes député socialiste de l'Essonne. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Philippe Juvin, vous êtes député LR des Hauts-de-Seine. Bonjour. Très heureux également de vous retrouver. Et Stéphanie Rist, vous êtes députée Renaissance du Loiret. Et je rajoute, très heureux de vous retrouver. Merci, bonjour. Et je rajoute que vous êtes rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Cette émission a été enregistrée ce mardi 21 novembre 2023 dans la matinée. Et je le redis dans cette magnifique Villa M. Et je remercie nos partenaires qui nous soutiennent, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et la première question est posée par notre ami Philippe. Merci Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va passer un premier temps de la discussion sur le PLFSS. Est-ce qu'il est encore adapté aux enjeux d'aujourd'hui? Est-ce que le PLFSS est un strict exercice budgétaire ou est-ce que c'est la traduction d'un programme stratégique de réforme structurelle? Voilà. Est-ce que cet outil qui a été inventé dans le cadre du plan Juppé, comme l'a rappelé Pascal, est-ce qu'il est encore valable pour réformer le système? Alors, pour les Français, dans le sondage que nous détaillera Odile Peixoto tout à l'heure de BVA, les choses sont claires. Alors, ils ne savent pas très bien ce que c'est que le PLFSS. 50% sont au courant quand même du débat, 50% ne sont pas au courant. Mais globalement, pour 3/4 d'entre eux, ils considèrent que ce sont des mesures sans orientation claire. Voilà. Donc, si vous voulez motiver les Français, il y a encore du travail. Alors, en fait, ne manque-t-il donc pas un temps préalable pour proposer et débattre justement des orientations nécessaires? En clair, faut-il continuer comme cela ou donner plus de sens au financement de la santé, par là même une meilleure compréhension et appropriation par les acteurs, les professionnels et les Français qui commencent? Alors, le principe du PLFSS. Moi, je veux bien commencer, merci. C'est notre chef au PLFSS, donc c'est elle qui doit commencer. C'est normal. Je crois que c'est important de remettre dans le contexte. À l'époque de la création de la sécurité sociale, il y avait beaucoup de cotisants, peu de droits sociaux. On est à une période où il y a moins de cotisants, plus de droits. Et le PLFSS, comme vous l'avez dit, par les ordonnances Juppé en 1996, avait l'objectif de maîtriser cette dépense de santé qu'on voyait se projeter dans les années suivantes. Et cela a été efficace. Cela a été efficace si on regarde simplement l'évolution des dépenses, puisque arrivé en 2019, on était presque à l'équilibre, avec un déficit qui avait nettement diminué. On est peut-être à un moment où effectivement votre question est très d'actualité, de savoir est-ce qu'il faut continuer dans le même système ou pas. Moi je crois
que ce système qui est en fait de la gestion du flux, on pourrait dire, plutôt que du stock. En fait, le PLFSS, chaque année, permet de savoir combien de recettes, combien de dépenses, et de permettre d'avoir un débat parlementaire. Et c'était très intéressant pour moi, cet outil, puisqu'il a mis les parlementaires un peu de façon annuelle, et donc les citoyens, dans le débat du budget de la sécurité sociale. Et je pense que c'était important. Donc même si c'est plus le flux que le stock, il faut considérer le PLFSS en parallèle de lois structurantes, qui peuvent être les lois santé, ou en parallèle des négociations conventionnelles. Et je crois que il a sa place au milieu de tous ces outils. Et il a sa place, la preuve en est que nous avons pu créer la 5e branche, par exemple, dans le cadre du budget de la sécurité sociale. On voit bien qu'il y a donc un intérêt à ce PLFSS. Est-ce qu'il faut l'améliorer quand même? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Moi, je crois que le vrai sujet est quels objectifs on se donne pour débattre de ce PLFSS. Mais il reste un outil mécanique financier. On parle beaucoup de loi de programmation. S'il y avait une loi de programmation, de toute façon, il faudrait que chaque année, il y ait le budget débattu par rapport à cette loi de programmation. Donc le PLFSS en lui-même est pour moi un bon outil, même si on peut imaginer des évolutions. Pourquoi pas une 6e branche concernant l'assurance chômage. Voilà, je crois qu'il y a des débats, il y a une évolution à porter. La question de la prévention, est-ce qu'il faut laisser la prévention dans ce budget ou pas? Pascal. Oui, je voulais seulement demander à Stéphanie Rist et aux autres collègues, avant, pour nous souvenir et pour les plus jeunes d'entre nous, avant la loi Juppé d'avril 1996, il n'y avait donc pas de vote, rappelez-moi, il n'y avait pas de vote à l'Assemblée nationale, pas de vote parlementaire. Non, c'est le plan Juppé qui pas l'a de introduit. vote annuel, ouais. Pas de vote annuel. Alors Philippe Juvin et Jérôme Gage, alors. Mais il y avait mais il y avait une démocratie à la sécurité sociale qui n'existe plus aujourd'hui. Exactement, en quelque sorte. Oui. Philippe Juvin. Écoutez, moi, je considère que le PLFSS est un outil qui ne permet pas d'avoir une politique de santé. C'est un objet comptable, annuel, où on fait semblant de discuter de politique de santé. En réalité, on ne fait qu'aligner des lignes en disant là, il y en a un peu plus, là, il y en a un peu trop. Donc, pas de politique de santé. C'est la question de la pluriannualité. Comment voulez-vous discuter d'une politique de santé structurée en votant un budget comptable année par année? Deuxièmement, le retour au 49.3, c'est pas nouveau, hein, c'est pas ce gouvernement, c'est un truc ancien fait qu'il n'y a pas vraiment de débat et qu'on subit le PLFSS plutôt qu'on le décide. Troisièmement, il y a des tas d'exemples, en particulier au moment de la crise, pour des raisons qu'on comprend, mais qui font qu'au fond, passait, je me souviens, de la dotation de Santé publique France qui passe de 150 millions à 4 milliards, sans que ça passe par l'Assemblée, par un simple arrêté ministériel, montre que le PLFSS, en réalité, est une mise en scène. Je pense que c'est un outil qui est totalement donc inadapté. C'est un outil pseudo-comptable, comme je vous l'ai dit, mais inadapté. Alors par quoi on le remplace? Voilà, qu'est-ce que vous proposez là? Les négociations conventionnelles échappent au PLFSS, bien sûr, les rallonges des financements des hôpitaux aussi. Qu'est-ce que vous proposez? J'observe que quand on regarde comment fonctionne le paritarisme sur d'autres sujets, je prends l'exemple de l'Agirc-Arrco. Vous avez un système qui est à l'équilibre, qui a un vrai débat et qui est bien géré. Donc, je pense que la réflexion doit être de faut-il garder le PLFSS? Personnellement, je pense qu'on est dans un système qui, certes, permet d'avoir des discussions. Il faut qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des discussions de santé, évidemment. Ça, c'est le côté positif, même si je vous ai dit toutes les limites, avec un exercice uni-annuel. Mais je suis, moi, très favorable à la disparition du PLFSS, à revenir à un système purement de paritarisme. L'Agirc-Arrco est à l'équilibre. Avant Juppé, alors? Avant plan Juppé? Mais bien entendu. C'était pas optimum, quand même. Bien entendu, mais il faut tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, encore une fois, on a un sujet qui ne permet pas d'avoir un vrai débat sur la santé et qui, en fait, nous fait voter des chiffres qui sont de toute façon contredits quasi immédiatement par des arrêtés ministériels. Donc on est dans le théâtre le plus total. Pardon de vous le dire. Mais Philippe Juvin, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est quand même une majorité que vous souteniez, me semble-t-il, en 96. Qui a Juvin fait... n'était pas né en 96. Non, mais je suis député depuis 2 ans. Alors 96, non mais je veux bien. Il y a quoi? Il y a 40 ans? Non, 30 ans? Je ne sais plus. 30 ans, ouais. Beaucoup.
Bon, Enfin, voilà. la loi Juppé, Oui, non, mais n'était vous pas savez, rien non plus. Vous non, mais tuez je le savais. père, là, quand même. Non, c'est pas ça. Je dis qu'en politique, il faut aussi de l'humilité. Il y a des gens, il y a des décisions qui sont prises par la droite, par la gauche, qui sont bonnes, qui sont mauvaises. L'intelligence pousse peut-être à avoir une réflexion et on peut avoir un esprit critique sur ce qui a été fait. Je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas l'outil de pilotage d'une politique de santé. Oui. Deuxièmement, on a un faux outil de pilotage budgétaire. On a un outil comptable microscopique et qui, en réalité, ne gère qu'une partie de la dépense. Et en plus, ce n'est pas à l'équilibre. Donc, pardon, Oui. mais quand je regarde la GERCARCO, c'est à l'équilibre et il y a un vrai débat entre les partenaires C'est sociaux. le sens de ce débat aujourd'hui ici. Donc, moi, l'idée que j'ai, c'est qu'il faut tirer les leçons de ce qui a pu être, et Stéphanie a eu raison de dire que ça a été un succès à un moment, mais on voit bien que ça ne l'est plus. Moi, je suis député depuis 2 ans, et je vais vous dire, j'ai l'impression de ne servir à rien sur le PLFSS. On fait des propositions, acceptées, non acceptées, de toute façon 49.3, et au revoir monsieur, c'est fini, voilà. Alors, Jérôme Guedj, à l'époque du plan Juppé, la gauche était, et Didier Tabuteau en particulier, était plutôt favorable à ce vote au Parlement du budget de la Sécurité sociale. Quel est votre regard sur ce PLFSS? Est-il adapté ou pas? Faut-il le changer? Moi, je vais commencer par une anecdote. Je suis tombé dans le PLFSS quand j'étais tout petit. J'ai raconté ça à la tribune de l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, j'ai participé à l'élaboration du premier PLFSS. J'étais jeune inspecteur à l'IGAS. À l'époque, c'était Jacques Barrot et Hervé Guémard qui étaient les ministres en charge du secteur. Et j'avais un chef de l'IGAS un peu taquin, parce que le cabinet des deux ministres, manifestement, découvrait l'ampleur du travail à faire, parce que les ordonnances sont en avril, et il faut préparer le premier PLFSS pour septembre. Et donc, il demande du renfort à l'IGAS. Et donc, mon chef de l'IGAS, un peu taquin, m'a staffé sur cette mission. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil amusant que de commencer au cabinet d'Hervé Guémard. Ça, c'est pour la boutade. Mais donc, j'ai vu, et depuis 1996, je suis à différents titres, comme haut fonctionnaire, comme élu local et comme parlementaire, cet outil. Et le regard que je porte dessus, ça part d'une bonne intention, parce que, pour répondre à votre question, auparavant, il n'y avait pas de regard démocratique, ou en tous les cas de débat national au Parlement, sur les objectifs de dépenses des caisses et des branches de sécurité sociale. Il faut rappeler que le PLFSS fixe des objectifs de dépenses. Ce ne sont jamais des crédits limitatifs qui sont fixés, mais c'était d'emblée et assumé comme tel un outil de maîtrise de la dépense sociale et de débat démocratique autour de celle-ci. Il devait y avoir les deux éléments. Parce qu'on était aussi dans des années d'efflorescence autour de la démocratie sanitaire et de réflexion autour de ces questions. Force est de constater que sur la durée, c'est devenu, oui, un outil de régulation de l'évolution de la dynamique des dépenses sociales et singulièrement de la dépense d'assurance maladie, mais à la fin, ce n'est plus devenu que ça. Et je rejoins Philippe Juvin, savoir qu'on a un outil, en effet, de pilotage très macro, qui pilote pas grand-chose. Et alors, la réalité, quand même, et l'analyse objective, c'est que ça a été un des outils qui a permis de contenir la progression des dépenses, et notamment des dépenses de santé. Mais peut-être probablement trop. On est probablement allé à l'os sur un certain nombre... Là aussi, je me régale de dire ironie du sort, c'est votre majorité qui a peut-être géré de manière un peu serrée. Nous avions le débat à l'époque, et quand on avait un ONDAM, le fameux objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie, entre 2012 et 2017, Stéphanie Rist a toujours plaisir, une gourmandise à me le rappeler dans les débats dans l'hémicycle. ONDAM très serré. Moi, je l'ai fait sans gourmandise. Qui était en effet très serré, trop serré, à tel point que qu'est-ce qu'on fait quelques années après? On fait un rattrapage, ça s'appelle le Ségur de la santé pour partie, qui fait un rattrapage du serrage de kiki, pardonnez-moi l'expression, qui a été trop important à l'époque. Je vais aller vite quand même. Nous rappelons que c'était Marisol Touraine qui a fait le serrage. Marisol Touraine et son jeune conseiller Gabriel Attal. Non mais là, je suis taquin. Il n'était pas responsable des choix. Et les parlementaires que nous étions auraient dû plus et mieux, en effet, alerter sur le fait qu'on allait trop à l'os. Il faut le remplacer par quoi alors ce qui pose problème, c'est que en plus, dans ce pilotage, derrière, en fait, il y a quand même une opacité, parce qu'on fixe un objectif de dépense, mais dans son pilotage et sa régulation, on n'en a pas la maîtrise. Le bon exemple, c'est ce qu'on a dans ce PLFSS. On nous dit qu'on a une trajectoire de responsabilisation dans laquelle peut-être il y aura des franchises médicales, avec le doublement des franchises, peut-être pas. Au moment où on parle, l'estimation budgétaire du doublement des franchises, c'est-à-dire 800 millions d'euros, figure dans la trajectoire de l'ONDAM, mais le ministre nous dit
bon, peut-être que je doublerai, il faut que je prenne un décret, mais c'est pas encore fait. Et si je le fais pas, eh bien, j'essaierai de faire de la maîtrise médicalisée de la dépense, mais on ne sait pas par quel biais. C'est de la stratégie voilà. politique. Ça. Non, mais ça, c'est pour que les députés, les parlementaires en débattent. C'est son argument. Justement, on n'a pas pu en débattre. En plus, on a eu le 49.3. Donc, je veux aller vite. Donc, déjà, il y a cette opacité que rappelait Philippe Juvin. Et puis, alors après, le sujet qui est plus problématique, c'est que, parce que là, on parle de notre jargon, ce que je viens d'évoquer, là, c'est les articles en chiffres du PLFSS. Et dans un PLFSS, il y a toujours ce qu'on appelle des articles en lettres. C'est-à-dire qu'on profite du texte pour avoir des articles qui changent telle ou telle disposition du Code de la sécurité sociale, du Code de l'aide sociale et des familles. Et par exemple, cette année, ou l'année dernière, la création des rendez-vous de prévention, le remboursement des préservatifs avant 26 ans, les protections menstruelles, hein, je fais la pub des mesures sucrées du PLFSS, mais aussi des mesures de contrôle des téléconsultations, de moindre remboursement des indemnités journalières. Alors, il faut le remplacer par quoi? Parce qu'on n'a pas de questions à vous poser. C'est que là, on a une sorte après de catalogue à la Prévert qui débarque comme ça, on ne sait pas d'où, voilà. Sans cohérence entre ces mesures. Et pour être très clair, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de gouverner par les besoins. C'est-à-dire qu'on parte d'abord des besoins de santé des Français, et pour ça qu'on ait un débat démocratique et un débat de démocratie sanitaire quand même, qui est un peu subclaquante sur ces questions-là, partir des besoins, gouverner par les besoins, et après décider de voir jusqu'à quel point on les satisfait ou on les satisfait pas. Ce qui suppose, et je rejoins là aussi Philippe Juvin, moi je préférais qu'on ait une loi d'orientation et de programmation sur la santé et les besoins de santé, avec notamment un volet sur la santé publique. La crise Covid a confirmé qu'on avait un retard dans la culture de la santé publique. Et là, plutôt d'avoir un patchwork, on a quelques mesures, on fait un truc sur le tabac, un peu de ceci, un peu de cela, d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des palettes de la politique de santé publique. Et quand on a cette loi de programmation et d'orientation sur la santé, après on la décline financièrement chaque année, ce qui suppose tous les 2 ou 3 ans d'avoir un moment où on se pose sur les priorités de santé. On ne réforme pas le système de santé dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, là, on revient progressivement sur la T2A. Je ne pense pas que le PLFSS est le bon outil pour réformer la tarification des hôpitaux. On va y venir. En soi, on devrait avoir un débat. Alors, Pascal, non. Oui, c'est quand même une question... vous êtes assez convaincant, je dois dire. Et est-ce que c'est à l'agenda de la majorité, parce que c'est quand même la majorité qui doit décider si on passe d'un système à un autre vers une loi de programmation. Est-ce qu'il y a une réflexion? Tout le monde critique, mais... Alors, il y a quand même le Haut Conseil en santé publique et des tas d'organismes, mais est-ce que vous, parlementaires et gouvernement, est-ce que vous réfléchissez à ces sujets? Moi, d'abord, je voudrais rajouter qu'on est 3 députés, 3 parlementaires, et que cet outil de PLFSS nous permet de pousser des modes d'organisation, des avancées, de l'innovation, du partage de compétences, qui permet à notre représentation de pouvoir, si on regarde les derniers PLFSS sur ces dernières années, de pouvoir faire avancer des sujets. Et je crois que c'est très intéressant, et ça sort du coup du simple outil comptable. Et donc je ne crois pas qu'il faille vraiment considérer le PLFSS comme juste un outil comptable, mais vraiment comme un moyen pour les parlementaires de s'emparer des sujets de santé et de pouvoir porter des sujets. Il y a beaucoup d'exemples depuis ces dernières années, et notamment en termes de partage de compétences, et je crois que ça a permis de faire évoluer les choses. Est-ce qu'il y aura une loi de programmation? J'en sais rien, c'est la séparation entre le gouvernement et les parlementaires. Moi, je suis assez d'accord de dire qu'il faut que ce PLFSS soit la déclinaison d'objectifs. C'est quels objectifs? Il y a certes d'une part la maîtrise des dépenses de santé, mais il doit aussi permettre de financer les orientations politiques d'un projet de santé. Mais les orientations, elles peuvent être discutées et débattues où? Elles doivent être débattues à l'Assemblée. Mais ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des lois santé, la loi Ma Santé 2022 a tracé les chemins pour les années de la présidence Macron sur la santé. Nous appliquons au travers d'ailleurs de ces PLFSS des orientations qui étaient prises tout à fait en cohérence avec la loi Ma Santé 2022 qui a été débattue. C'est parce que la politique, c'est aussi de la communication. Alors il y a un terme, je reprends les propos de Jérôme Guedj, il y a un terme sur les franchises médicales, il y a un terme qui revient
sans arrêt, c'est le coup de rabot. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne sait pas orienter réellement les politiques de santé, on fait des coups de rabot. Et donc sur le médicament, 800 millions, vous avez cité, qui sont attendus. Alors on ne sait pas si c'est de la stratégie, mais enfin le ministre ne dit pas exactement ce qu'il veut faire, ou en tout cas on l'accuse de ne pas vouloir dire exactement ce qu'il va faire. Mais de notre côté, on peut se demander si c'est si grave, parce que dans le fond, on reprend les chiffres, il augmenterait les franchises de 50 centimes d'euros, ce qui ferait 17 euros d'augmentation plafonnée à 50 euros. Il me semble que c'est presque peut-être un peu indolore, non, tout ça? Alors Jérôme Guedj, vous n'êtes pas d'accord? Moi, là, je suis sur une question de principe, mais on peut Sur les franchises. On peut avoir le débat ici. J'étais opposé en 2005 et en 2008 au moment de la création des franchises. Alors, si vous voulez me titiller, j'étais opposé à ce qu'on ne revienne pas dessus, même si ça a été fait pour partie par Marisol Touraine, pour une question de principe, qui est celle de la logique de la sécurité sociale et de l'universalité. La sécurité sociale, c'est les bien portants qui cotisent pour les malades, les actifs pour les inactifs, etc. Les franchises, c'est d'une certaine manière une entorse à ce principe, puisque c'est un impôt sur la maladie. Vous êtes malade, et donc on va solliciter davantage votre contribution pour financer les biens et services dont vous avez besoin. Et là, c'est pour moi une atteinte au principe d'universalité. Pour qu'on soit clair, c'est que de la même manière, j'étais opposé à la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Voté parce que, par le président Hollande. Voté sous le quinquennat de François Hollande, parce que dans le principe d'universalité de la sécurité sociale, si on veut qu'on ait un consentement généralisé, c'est les principes des pères fondateurs, à chacun selon ses besoins. Mais Jérôme Guedj, les principes ne résistent pas parfois aux besoins concrets, économiques. Si on met sous condition de ressources d'une manière ou d'une autre, ou si on sollicite directement le malade pour financer sa dépense, je trouve que c'est une atteinte au principe. Alors après, les montants peuvent être limités, mais bon, on les augmente. Et puis moi, je suis quand même allé voir, parce que Aurélien Rousseau m'a tendu la perche, parce qu'on n'arrivait pas à avoir les données. Vous aimez bien aller chercher les données. Je vais chercher les données. En plus, là, ce coup-ci, c'est Aurélien Rousseau qui m'a tendu la perche. Il a dit dans l'hémicycle, si Jérôme Guedj était allé voir avec ses prérogatives de coprésident de la MEX les travaux préparatoires, et j'ai dit, mais bon sang, j'ai pas pensé à le faire. Donc dès le lendemain matin, j'ai débarqué à la direction de la sécurité sociale et je me suis fait transmettre les documents d'une réunion interministérielle. Et ce qui était intéressant, c'est que donc on a eu les chiffres qui confirment ça, mais qu'à l'époque, ils avaient réfléchi à la création, y compris de nouvelles franchises, notamment sur les dispositifs médicaux. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que vous êtes contre les franchises. Alors, Stéphanie Ries et Philippe Juvin. Oui, moi, je rapidement, reviens parce qu'on a plein d'autres sujets, vous imaginez. Ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que quand vous avez moins de cotisants et plus de malades, il y a un principe de réalité. On est dans le pays qui a le reste à charge le moins élevé. On est à 9% contre 16% en moyenne des différents pays de l'OCDE. Je crois que ce débat public sur le reste à charge des concitoyens sur le prix de la santé est important si on veut continuer à pouvoir soigner, notamment les plus fragiles, sans reste à charge, et l'innovation. Et donc ce débat ne doit pas être un débat tabou, et juste un débat de réalité. Le libéral qui est Philippe Juvin doit être d'accord, non? Alors premièrement, une Assemblée nationale qui devrait discuter des politiques de santé et qu'elle ne fait pas. Deuxièmement, un outil budgétaire qui devrait être confié, encore une fois, je reviens aux partenaires sociaux, parce qu'eux arrivent à un équilibre que nous n'arrivons pas à obtenir. Certains. Non, mais pardon, la GERCARCO encore est à l'équilibre. Mais regardons les choses. Avec un pactole. Regardons, c'est ce que disait Peggy, il faut toujours croire ce que l'on voit, mais surtout voir ce que l'on voit, c'est beaucoup plus difficile. Voyez ce que vous voyez. Troisièmement, les franchises, écoutez, soyons simples, le système est paupérisé. Moi, je suis médecin hospitalier. Les hôpitaux publics et privés sont dans une situation extrêmement précaire. Je passe sur le déficit du budget de l'État parce que, comme disait Pierre Dac, tout est dans tout et réciproquement, 3 000 milliards de dettes. Donc, des franchises, il en existe. Donc, il ne sert à rien de dire « je suis contre les franchises ». Il y a des franchises. Il y a des franchises, quand vous êtes à l'hôpital, vous payez le prix de journée, enfin, les frais hôteliers, le 1 euro sur les boîtes de médicaments. Donc, les franchises existent. La question ensuite, c'est à quel niveau on les met pour financer un système. Et Stéphanie Ries a absolument raison de rappeler que nous avons un reste à charge qui est relativement faible. Après, qu'il y ait des populations qui soient en difficulté particulière, nous le comprenons. Mais dans ces cas-là, c'est justement aux techniciens de dire, d'abord aux politiques de définir les populations qu'il faut aider particulièrement, et ensuite aux techniciens de dire comment on fait. Mais être contre les franchises, a priori, je pense que c'est une... on risque de trouver les franchises. C'est la paupérisation. Dans la commission mixte paritaire. Mais c'est ce que disait Jérôme Guedj tout à l'heure. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on en parle en théorie, mais en fait, quel que soit ce que nous voterons in fine ou déciderons,
bah, en fait, ce n'est pas nous qui déciderons si oui ou non il y a des franchises. C'est Voilà. ça qui est paradoxal. Alors, Nous justement, croyons sur le- discuter, en fait, oui, nous discutons, c'est tout. Mais nous ne Sur prenons pas de décision. les hôpitaux, c'est un sujet majeur. Dans le PLFSS, le souhait, c'est de rééquilibrer le financement des hôpitaux et donc de réformer la T2A. Alors, les établissements hospitaliers publics sont en sous-exécution par rapport à l'Ondam. Les établissements privés sont en sur-exécution, mais ils souffrent tous de l'inflation. Alors, et les sénateurs disent réformer la T2A, c'est trop compliqué, il faut reporter ça au 1er janvier de 2028. Alors, dans le cadre du PLFSS, quelle marge de manœuvre vous avez pour réformer la T2A? Est-ce que c'est une bonne réforme, sachant que les hôpitaux publics sont à 50% et quelques de T2A et les établissements privés à 80%? Philippe Juvin, l'hospitalier. Bah, Assez rapidement, parce qu'on a plein de questions. Tout d'abord, c'est beau de dire on va remplacer la T2A. Ça fait 15 ans qu'on entend ça. Tout le monde, quand la droite est au pouvoir, la gauche dit qu'ils vont le faire, etc. Personne ne l'a fait réellement. Enfin, il y a eu une évolution de la T2A, mais le principe de la T2A n'a pas été remis en cause. C'est peut-être qu'il n'y a pas de meilleur système. Donc, payer l'hôpital pour ce qu'il fait, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Maintenant, on sait très bien les problèmes de la T2A. Côté inflationniste, un certain nombre d'actes intellectuels qui demandent du temps sont mal rémunérés. On sait tout ça. Bah, voilà, mais dire on va réformer la T2A et en faire l'alpha et l'oméga de la politique de l'hôpital, pardon, c'est nier les problèmes de sens qu'on donne au métier, de la formation, etc. Ce que prépare le ministère de la Santé, et Marie Daudet nous l'a expliqué, la directrice de la Direction générale de l'offre de soins, c'est pas de complètement supprimer la T2A, c'est de faire 3 compartiments. Oui, donc ça, vous êtes favorable. Mais bien entendu, il faut la faire évoluer. Mais ce que je vous dis, c'est que les jusqu'au-boutistes qui consistent à vous dire la T2A, combien de tribunes dans les journaux de gens qui connaissent en disant il faut supprimer la T2A, j'en rigole, parce que 10 ans plus tard, elle existe toujours. C'est que peut-être c'est pas le pire des systèmes que l'on a inventé. Il faut un vrai débat. Rapidement sur la T2A, vous voulez où on passe au sujet suivant? Non, moi je veux juste dire que c'est le président Macron lui-même qui a dit dans le précédent quinquennat, il va falloir supprimer la T2A, ou pas la supprimer, mais en tout cas réduire. Sa part du financement pour les effets. Surtout, je ne veux pas employer des mots, mais un financement de type à l'activité qui ne couvre pas celle des missions des hôpitaux, sur les urgences, sur la formation, sur la prévention, est problématique. Et donc là, au début de l'année, le président Macron redit on va réduire considérablement. Je voulais aller progressivement, il faut y aller plus de manière plus franche et sèche. Bah là, la réalité, c'est qu'on n'a pas ni la qualité du débat, ni les modalités pour le faire, alors que c'est probablement... mais vous voulez qu'on avance? Oui. Ah bah, oui, vous n'êtes pas sénateur, vous ne voulez pas reporter à 2028. Ce que je veux dire derrière ça, c'est comment on change le mode de rémunération, pas uniquement de l'activité hospitalière, mais de la santé, avec une approche davantage populationnelle qui intègre la prévention. Vous savez, hier, on était sur le débat sur la loi Bien vieillir, et j'entendais avec intérêt Aurore Berger qui disait 2 choses, de manière très forte d'ailleurs. Elle a dit la tarification à l'heure, c'est dans les services à domicile, ça ne marche pas plus que la tarification à l'activité en matière sanitaire. Donc tant mieux s'il y a si cette idée qui non pas industrialise, mais qui enlève la complexité et la patte humaine, que ce soit de l'intervention médico-sociale ou de l'intervention sanitaire, qu'on sorte de ça. Il y a un socle d'actions qui peuvent être financées ainsi, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. D'accord. Stéphanie Rist, oui. Oui, on va. C'est un des points de désaccord net avec le Sénat. Nous allons remettre cette réforme qui permet en fait pas forcément une transformation profonde du financement de la santé, mais de permettre un financement plus équitable en fonction des objectifs aussi de santé publique. Donc c'est intéressant comme transformation. On va parler légaux. On va parler. Bon, alors c'est vraiment nos sujets. Mais enfin, il n'y a aucun hasard. Nos sujets sont vraiment dans l'actualité, puisqu'il y a aussi une convention médicale qui est en train d'être négociée, là, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, enfin... Et ça vous échappe et pour un certain nombre de semaines, j'imagine. Est-ce que ça va marcher cette fois, ce coup-là, Stéphanie Rist? On a vu d'abord un échec de la convention précédente. Nous avons reçu Marguerite Cazeneuve il y a quelques jours, ici même, à votre place. Est-ce que ça va marcher cette fois? Parce que je crois qu'on doit tous souhaiter que ça marche. Oui. On doit souhaiter que ça marche pour que nos professionnels soient mieux rémunérés, en tout cas qu'ils se considèrent mieux valorisés. Et quand
qu'en échange aussi, ils puissent intervenir dans la transformation nécessaire de D'accord, notre enfin, système. une fois que vous avez dit ça, alors ça va se faire où l'équilibre, à votre avis? C'est la Non, mais- frustration des parlementaires qui Oui, sont en d'accord, dehors mais des enfin, négociations oui, mais conventionnelles. Vous êtes Est-ce que- citoyenne et médecin, Mais vous-même. justement, c'est fondamental, parce que, comme le disait Pascal. Et les parlementaires, le PLFSS n'intervient pas du tout sur la rémunération, l'organisation des soins de ville. Nous avons fait très attention de ne pas intervenir cette année dans, Oui. dans Pas les perturbé. sujets qui pouvaient intervenir dans la Philippe négociation Juvin, sur conventionnelle. le. Bah, c'est une démonstration supplémentaire que le Parlement n'a aucun pouvoir sur la définition d'une vie quotidienne de soignants. Enfin, tous les syndicats viennent nous voir avant le PLFSS en disant il faut faire avancer telle ou telle mesure. Chaque fois, je les écoute très poliment parce que je les aime bien, mais il y a une limite dans l'exercice parlementaire. Deuxièmement, quel est l'objectif, me semble-t-il, en tant que citoyen là, et homme politique? Je pense qu'il faut beaucoup mieux rémunérer les médecins libéraux. Et en contrepartie, imaginer un exercice qui est tout à fait différent. Et moi, je préfère que plutôt que voir, je sais pas, 4 fois par an un médecin pour un renouvellement d'ordonnance d'hypertension artérielle stable, que le malade puisse voir un infirmier de pratique avancée, une fois par an simplement le médecin, l'infirmier de pratique avancée déchargeant le médecin de consultations peut-être un peu répétitives, et en contrepartie, le médecin... Mais qui décide? Oui, justement, Philippe Juvin, est-ce que c'est vous des payez- parlementaires qui vont est-ce aller que vous- regarder ce que font les Est-ce médecins? que vous payez pour voir ou Moi, je voyez pense, pour payer? je Parce pense que c'est les difficile systèmes, ce changement. je pense que les systèmes qui permettent de créer des pays prospères, ce sont les systèmes qui font confiance aux individus. Et donc, quand vous faites confiance aux individus, naturellement, la qualité délivrée est la bonne. Donc, beaucoup mieux payer C'est les pas médecins. Alors comment, Mais comment on fait, la Philippe? question, c'est au paiement à l'acte? Toujours? Ah, absolument, c'est une question. Ouais. Non, je pense qu'il faut probablement beaucoup plus varier les choses. Il est très clair qu'on a besoin de forfaits sur les maladies chroniques, évidemment. Donc tout ça, ça se discute. On peut imaginer un forfait annuel du médecin pour lequel on considérerait qu'il verrait une fois son ALD par an, avec plusieurs consultations Ouais. de Non, on vous de suit, monsieur le médecins, député, voilà. mais en fait, la question, c'est que si on veut signer, enfin, si le gouvernement veut signer cette convention, L'assurance maladie. maladie et le gouvernement, on voit bien quand même qui tient le L'assurance stylo. maladie, en théorie. Hein. Dans ces conditions, est-ce que, franchement, on va remettre en cause notamment le paiement à l'acte? On sait bien que les syndicats sont tout à fait Non. opposés, enfin la Mais majorité bien des sûr. syndicats. Mais il y a d'abord. Mais non, mais- essayons d'aller quand même de je veux dire. rentrer, Je veux dire. dans les Il y a- détails. Mais dans les détails, il y a pas de, enfin, je ne crois pas au grand soir qui vont tout mettre à plat. C'est pas possible. Il y a une culture du paiement à l'acte en France, donc il ne sera pas remis en cause. Simplement, il paraîtrait logique sur quelques affections de longue durée qui nécessitent des consultations répétées de mettre en place des forfaits. Mais Philippe Juvin, comment on passe d'un système à l'autre? Parce qu'on en parle depuis 20 ans, c'est un peu la coordination, la délégation de tâches, etc. L'exercice partagé, on a fait un débat là-dessus, et on voit bien que ça avance, mais très très lentement. Un des éléments, je pense, limitants, moi je n'ai pas la baguette magique, mais un des éléments limitants, ce sont les ressources humaines. C'est-à-dire que nous n'avons probablement pas suffisamment de médecins, on reviendra sur les questions Oui, de on va y numerus clausus, revenir, évidemment. mais pas suffisamment également de paramédicaux capables de, non pas suppléer, de faire de nouveaux métiers par rapport au service qu'offrent les médecins. Ça, c'est un facteur limitant. Tant qu'on n'aura pas ça, on aura Il effectivement... faut une qu'on ait difficulté. l'avis de Jérôme Gage et sur ce point-là, Rapidement, sur la parce qu'après convention. on passera la parole Oui, à je Odile rappelle, Peixoto. si tu permets Philippe, je rappelle quand même que 38,1% seulement des médecins participent à la permanence des soins en 2019 et il semble que ça se dégrade encore. Ça, c'est quand même un élément également que l'on doit mettre dans la Moi, discussion. contrairement à Philippe Juvin, je ne dis pas qu'il y aura un grand soir du jour au lendemain, mais il faut que les petits pas quand même augmentent l'amplitude du pas. Et que la sortie, on parlait de la tarification à l'activité à l'hôpital, et la sortie du paiement à l'acte, non pas totale, mais la prise en compte d'une approche populationnelle, par capitation, appelons ça comme on veut, sur un bassin, dans des logiques coordonnées, doit quand même devenir la porte d'entrée aujourd'hui, avec des contreparties que sont probablement la revalorisation de la rémunération des médecins, évidemment, mais leur participation plus intense à la permanence des soins. Oui, mais enfin, vous avez bien vu éviter, que la convention a échoué à cause de ça. Oui, alors la moi, précédente. c'est le point, si vous Et, permettez, et de parce la que- discussion de M. Valtou, enfin de l'intervention de M. Valtou à Sur l'Assemblée sa nationale. Oui. Et le contrat d'engagement Non, mais territorial, c'est M. Valtou, voilà, enfin, que etc. les médecins ont Mais refusé. voyez ce qui est intéressant, et je veux rebondir parce que c'est vraiment la question que vous posiez d'emblée sur c'est quoi l'outil de pilotage. Et moi, Philippe Juvin a dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que vous avez exprimé une sorte de nostalgie
du pilotage par les partenaires sociaux en faisant la comparaison avec l'Agirc-Arrco. Le problème, c'est que ces partenaires sociaux, quand ils avaient les clés du camion, dans les années 60, 70, 80... Monsieur Derlin, vous vous souvenez de Monsieur Derlin? Ils ont, d'une certaine manière, refusé de prendre leurs responsabilités, puisque face à l'assèchement de la masse salariale des caisses de sécurité sociale, c'était pas parfait à l'époque. Et donc, oui, ils n'ont pas pris les mesures dites de responsabilisation qui s'imposaient d'une certaine manière, qui sont peut-être allées trop loin. Ce que je trouve, et donc du coup on a même arrêté d'organiser les élections dans les caisses de sécurité sociale à partir de 1982. Sans le dire. Et que donc du coup, sans le dire, en les renouvelant, et puis à un moment en disant on les fait plus. Et du coup on est allé avec le PLFSS qui a entériné une forme, je mets des guillemets, d'étatisation de crédits qui sont ceux des assurés sociaux. Alors, dans le même temps, c'est vrai, les assurés sociaux n'étaient plus uniquement ceux qui étaient liés par le travail, mais comme il y a eu une universalisation du bénéfice de l'assurance maladie, c'était légitime de dire que le Parlement pouvait s'en emparer. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qui est dit, c'est peut-être qu'en termes de démocratie, s'il y a des élections sur des orientations et donc du coup une forme de visibilité plus grande, parce que la réalité, c'est que dans le débat politique national, au moment d'une campagne présidentielle, on ne parle pas de ces mesures. Elles ne sont pas dans le débat politique. Alors justement, elles ne sont pas Pascal, présentes. Donc moi, je veux bien rétablir l'esprit du CNR avec un gaulliste. Il y avait des socialistes, il y avait des communistes, il y avait des démocrates chrétiens, pour peut-être réintroduire à la fois cette dimension démocratie sociale. Et pourquoi je parle de ça? Parce que après, ça ruisselle sur la négociation avec les partenaires sociaux. Parce que si ce sont les mêmes qui ont négocié le financement, ils sont en capacité pour l'assurance maladie de négocier les modalités. Philippe Juvin est gaulliste, mais pas jupéiste. Philippe, est-ce que l'on peut avoir l'avis de Madame Et après, on passe la parole à l'avis de Madame Rist sur ces conventions, puisque quand même, on sait bien que c'est le gouvernement quand même qui tient le stylo derrière, non? Sur les conventions, moi, ça m'interpelle sur le fait qu'on arrive peut-être à un moment où il faut discuter des modes de rémunération des médecins. Et moi, j'engloberais aussi le mode de rémunération des médecins hospitaliers. Et je crois qu'on doit évoluer dans les années qui viennent vers une convergence de ces modes de rémunération qui permettrait le vrai décloisonnement nécessaire et qui permettrait du coup au-delà de faire des économies, mais de permettre des financements au bon endroit dans notre système de santé. Vous avez employé le terme fonctionnariser la médecine libérale? Ou libéraliser la fonctionnalisation des établissements. Mais je crois que la des médecins hospitaliers... non, mais la rémunération des hospitaliers, c'est quoi votre projet? Je crois qu'on doit vraiment avoir ce débat. Je pense vraiment qu'un des problèmes de notre système, et notamment du financement de notre système, est le fait qu'il y ait ce cloisonnement entre la façon dont on rémunère les médecins, qui fait que d'un côté, nous avons des médecins hospitaliers qui, quoi qu'on essaye de faire, mettre en place, ont du mal à aller participer à la médecine en ville. Je crois que beaucoup d'activités sont faites en établissement hospitalier alors que ça devrait être fait en ville. Et ça permettrait d'avoir un coût moins élevé pour la sécurité sociale. Et donc, nous devons avancer vers cette convergence de modes de rémunération. Philippe Juvin, l'hospitalier. Sur la question de la rémunération des médecins hospitaliers publics, d'abord, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années avec des nouveaux statuts de praticiens qui permettent tout à fait aux hôpitaux publics qui le souhaitent d'augmenter considérablement les revenus, voire même de les doubler des médecins hospitaliers. Donc il y a des choses qui ont été faites. Ça, c'est possible simplement. Oui, bien sûr, il y a un nouveau statut du praticien contractuel qui existe. Non, mais attendez, deuxièmement, mais attention, si vous concentrez la discussion de l'hôpital public et de ses médecins uniquement sur la rémunération, vous passez à côté. Parce qu'il y a une modification fondamentale de la psychologie des jeunes médecins hospitaliers. Moi, je vous le dis, en tant qu'hospitalier, je le vois. D'une certaine manière, le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy d'il y a 10-15 ans a été inversé. Il y a maintenant des médecins qui me disent « moi, je veux travailler moins, y compris si je gagne moins ». Et donc, la question du sens de la vie et le sens du métier est beaucoup plus prégnant aujourd'hui dans la jeune génération que la simple question de la rémunération. Donc attention à ne pas avoir un train de retard et de se dire la question des médecins hospitaliers, c'est leur rémunération. Certes, c'est important, mais ça ne suffit pas. La question du sens, la question du sens est fondamentale. La question du sens, et puis je termine juste sur un point, la condition aussi des conditions de travail. Moi, je suis médecin hospitalier, comme vous l'avez dit, public. Et je vois la lourdeur que représente le métier et l'encombrement administratif qui nous prend un temps infini et qui n'a jamais été aussi prégnant. Donc, pardon, parfois j'ai l'impression de ne pas faire de médecine. J'ai même la certitude de ne pas faire de médecine. Et pourtant, je sais qu'on dit toujours qu'on va simplifier les on ne fait que contraintes administratives. Non, mais on ne fait que rajouter des couches. Jérôme Garis parlait de la démocratie sanitaire. Qu'en pensent les Français de tout ça? On a posé quelques questions que va nous rapporter Odile Pexoto.
Bonjour à tous. Donc le PLFSS, c'est un sujet un peu aride quand même pour nos concitoyens. Donc ça, on a quand même essayé, on a tenté de leur poser quelques questions. Tout d'abord, bon, la cote de confiance du gouvernement en matière de santé est au plus bas, puisqu'on a 25% seulement d'opinion favorable. Depuis le début du baromètre, c'est le score le plus bas. C'est un score qui est stable depuis juin dernier. Donc on est quand même dans une contestation sourde, ou en tout cas une insatisfaction larvée sur l'ensemble du système. Alors sur le PLFSS, seuls 52% des Français, donc un peu plus de la moitié, déclarent savoir que ce PLFSS a été voté le 4 novembre après recours au 49.3. Le sondage a eu lieu le 15 et 16 novembre. Donc il y a quand même... peu d'intérêt, ou en tout cas une mémorisation d'un sur deux. Et il se trouve que c'est un peu plus les hommes, 65% des hommes disent oui, un peu plus les 50 ans et plus, et un peu plus les cadres à 61%. Donc, compte tenu, on s'attendait bien à ce qu'il y ait pas mal de Français qui ne soient pas au courant, on leur a rappelé la définition du PLFSS, et on leur demandait, en fait, leur opinion sur un certain nombre de points. Et effectivement, le premier élément, on leur disait, c'est une succession de mesures sans orientation claire de la politique santé de notre pays. Donc ils sont 73% à juger, à être plutôt d'accord avec ça. Et cette pixelisation est encore plus reprochée par ceux qui déclarent préalablement avoir connaissance. Donc ceux qui étaient un petit peu intéressés par le sujet sont encore plus critiques là-dessus. Est-ce que les députés sont suffisamment au courant des sujets de santé pour voter en toute connaissance de cause? Il y a seulement 35% des Français qui disent oui. Est-ce que les citoyens sont suffisamment bien informés des décisions prises lors du vote du PLFSS? Alors là, on n'a que 14% des Français qui disent oui. Donc il y a un manque de connaissances sur le sujet. Et ensuite, on les mettait un petit peu aux commandes. On leur disait, voilà, la branche maladie est en déficit durable. Il y a 3 stratégies possibles. Laquelle vous semble la plus intéressante pour résorber ce déficit? Il faut faire des économies pour revenir à l'équilibre. Il y a trop de gaspillage. Ça, c'était la première stratégie. Bon, c'est un peu sommaire, hein. Mais voilà, on leur donnait 3 axes. Le deuxième axe, c'était, il y a plus de malades. C'est normal que les dépenses augmentent. Il faut donc trouver du financement ailleurs. Et troisième stratégie, il faut contenir la dépense au niveau actuel avec l'engagement de tous pour rester en bonne santé, donc un axe un peu plus sur la prévention. C'est le premier axe, c'est le fait qu'il y a trop de gaspillage qui ressort vraiment très largement en tête avec 45% des stratégies choisies. Le fait qu'il y ait une augmentation des malades versus les bien portants, 29%, et l'engagement de tous pour la prévention, 26%. Ensuite, il y avait un certain nombre de mesures qui sont issues du PLFSS. On leur demandait, en fait, parmi les 9, il y avait 9 mesures citées, on leur disait quelle est, selon vous, la plus efficace. Alors, il y avait 2 questions. D'une part, pour rétablir l'équilibre des dépenses, et d'autre part, pour améliorer notre système de santé. À mon étonnement, ce qui revient vraiment en force, c'est cette lutte contre le gaspillage et les fraudes, à la fois pour rétablir l'équilibre, mais aussi pour améliorer le système de santé. Donc on a vraiment la lutte contre les fraudes venant des patients. 26% des Français pensent que c'est vraiment efficace pour rétablir l'équilibre, mais aussi 17% pour améliorer notre système de santé. Lutter contre les gaspillages, on est à 20% pour l'équilibre des dépenses, et 17% pour améliorer notre système de santé. Et vous voyez, c'est des chiffres. Alors c'est les premiers éléments qui sortent. Les autres éléments sortent, mais de manière beaucoup plus parcellaire. Il y avait augmenter la rémunération des conditions de travail des hospitaliers. Ça sort très fort pour améliorer le système de santé à 18% des Français. Plus de prévention pour améliorer le système de santé ne sort qu'à 11%. Et ça fait écho un peu à notre dernier baromètre des tendances santé, là, qui vient de sortir, où on voit que nous, on a mesuré 12 mesures des actes au quotidien que peuvent faire les gens pour leur propre santé, pour améliorer la prévention. On voit qu'ils ont très envie, mais on voit que sur les 12 mesures, il y a 9 indicateurs qui reculent par rapport à 2019. Donc il y a eu une intention de prévention, une envie, mais les Français ne vont pas bien, ils ont du mal.
Voilà, sur ce sujet. Et après les autres choses, lutter contre les inégalités sociales et territoriales, revoir les actes remboursés pour mieux rembourser les choses graves, revaloriser le tarif des consultations des médecins en ville, améliorer l'accès aux soins, tout ça, c'est des tout petits pourcentages en fait. Donc il y a une espèce de vision de cette fraude. Alors est-ce qu'on est vraiment dans un système mafieux? Je ne pense pas. Peut-être qu'ils grossissent un peu le trait. Et qu'il faudrait peut-être là informer mieux pour éviter qu'on soit sur des débats finalement les autres gaspillent, il y a trop de gaspillage et voilà, c'est ce qui ressort. Oui, Philippe Juvin. Voilà, réaction. 4 points. Premièrement, la médecine, qu'elle soit en ville ou à l'hôpital, est devenue un enfer bureaucratique. Vous savez qu'il y a autant d'équivalents temps plein à l'hôpital public, administratif et technique, que d'équivalents temps plein médecin. C'est les chiffres de Matignon. Donc, facilitez la vie des soignants et vous verrez, la qualité des soins va s'améliorer. Deuxième point, le problème des Français, ce n'est pas le PLFSS, en fait. Le problème des Français, c'est d'arriver à se faire soigner. Et on sait bien que c'est ça la question qu'ils se posent. Moi, tous les jours, j'ai un SMS d'un copain qui me dit « je dois commencer une chimiothérapie, je dois me faire opérer, où est-ce que je dois aller ?» Tous les jours. Et troisième point, nous n'avons plus suffisamment, il n'y a plus d'argent. Voilà, vous connaissez l'état des finances publiques, donc il faut arrêter de se raconter les choses. La question, c'est où trouve-t-on des marges de manœuvre? Moi, je crois qu'une des marges de manœuvre doit être dans la qualité. Et je vous l'exprime à travers un simple exemple, la transparence des résultats au service de la qualité. Il existe une fracture qui est la fracture du col du fémur, qui est une fracture fréquente chez les femmes, en particulier d'un certain âge. Cette fracture du col du fémur, on sait, c'est une donnée mondiale, que si vous l'opérez dans les 48 heures, vous avez moins de mortalité et de morbidité. Si vous l'opérez après 48 heures, après la chute, vous avez une surmortalité, une surmorbidité. Eh bien, demandez à tous les établissements de santé, publics et privés, de publier, simplement publier sans sanction, le délai entre la chute et le passage au bloqueur opératoire. Les gens compareront et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation de la qualité. Donc, stop à l'enfer bureaucratique. Ne nous racontons pas d'histoire sur nos marges de manœuvre financières. Il n'y en a pas. Et transparence. Trouvons transparence au service de la qualité. C'est fondamental. Et puis, laisser travailler les soignants. Alors, vous voulez réagir parce qu'on a quelques autres questions encore? Non, mais je veux juste réagir sur un point parce qu'un PLFSS, d'abord, c'est pas que l'assurance maladie, hein, c'est de 650 milliards le PLFSS, c'est aussi la branche famille, l'autonomie, on s'est focalisé sur la santé, et les retraites. Mais du coup, la PLFSS, c'est pas que des dépenses. On vote aussi les recettes. Et contrairement à Philippe Jubin, moi je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur les recettes, sur la manière dont, par exemple, certains revenus ne sont pas soumis à la cotisation pour le système d'assurance maladie. Et puis il y a évidemment le gros sujet, moi j'y ai travaillé de manière transpartisane avec Marc Ferracci, c'est de questionner l'efficacité des exonérations de cotisations sociales qu'on a mis en place pour la politique de l'emploi, mais sur lequel on peut se questionner de savoir si elle sert réellement la politique de l'emploi. On a au moins identifié certaines exonérations de cotisations sociales. Enfin, c'est quand même pas rien. On est à 80 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales. Je ne dis pas qu'il faut revenir sur toutes, mais il faut au moins questionner l'efficacité, notamment sur les salaires les plus élevés. Il y a un consensus pour dire sur les bas salaires, ça permet de soutenir l'emploi et la compétitivité, mais surtout l'emploi, et que donc c'est pertinent parce qu'on crée de l'emploi, donc ça crée de la masse salariale, donc ça crée de la cotisation. Mais par contre, sur les hauts salaires, ça n'a pas d'efficacité. Sur la santé, il y a quoi comme réserve? Y a, sur les 250 milliards. Non, mais là, on parle, vous savez, du déficit, on l'a rappelé, 8,8 milliards, 11 milliards d'euros. Sur les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, je veux bien qu'on se pose la question. Nous, on avait par exemple identifié, alors c'est un trait marginal, mais c'est quand même déjà ça, les exonérations sur les plus hauts salaires, entre 2,5 et 3,5 SMIC. C'est 1,6 milliard d'euros dont la sécurité sociale se prive. En tous les cas, que l'État doit lui compenser. Et ça n'a aucun impact sur l'emploi. Ça ne crée pas de l'emploi. Attendez, Philippe ça ne crée pas de la compétitivité. Alors, donc au moins qu'on se pose la question de leur efficacité. Sur ce point-là, quand même. Non, mais Jérôme, tu ne crois pas que nous sommes le pays de l'Union européenne qui prélève le plus d'argent dans la poche des entreprises et des particuliers. Donc il faut arrêter cette folie en disant toutes ces non mais d'accord. Oui. Non mais la fin d'une exonération, pardon, ça s'appelle une taxe ou un impôt. Il parle du coût du travail. Moi, je vous dis tranquillement les choses. Si la seule solution consiste à dire comment on peut faire un peu moins d'exonération, c'est-à-dire en réalité piquer un peu plus d'argent dans la poche des entreprises ou des particuliers,
à mon avis, on se trompe parce que nous sommes le pays le plus taxé de l'Union européenne. Donc, ou bien on continue à se dire on va taxer un peu plus à travers éventuellement la fin d'exonération, ou bien on cherche d'autres solutions. Moi, je pense que la question de la qualité est fondamentale parce que c'est une manière de faire évoluer le système. Et d'ailleurs, je n'invente rien, ça a été fait dans bien des pays. Les deux ne sont pas exclusifs l'une de l'autre. Je pense qu'on est trop, on est trop taxé. Il faut arrêter. La solution, c'est arrêter de piquer de l'argent dans la poche des gens. Mais Philippe, Stéphanie, mais dans le même temps, vous avez rappelé tous les deux qu'on est le pays où le reste à charge est le plus faible et la dépense d'assurance maladie la plus socialisée. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Même chose sur les retraites, on a des pays où on a un système qui couvre le mieux le passage de l'activité professionnelle à la retraite. Donc ça s'appelle la singularité du modèle social français. Et je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on doit chercher à préserver plutôt que de s'aligner sur les autres pays qui sont peut-être moins taxés, mais qui ont par exemple un taux de pauvreté des retraités 2 fois supérieur à ce qui existe en France et qui ont un renoncement aux soins bien plus important que celui qu'on a dans notre pays. Certes, Jérôme, mais la conséquence de cette situation, la conséquence de cette situation, c'est que désormais, toute nouvelle dépense, tout nouveau projet est financé à crédit avec de la dette. C'est ça la réalité des choses. Regardez les choses. Stéphanie, un mot. Moi, je crois que les Français ont beaucoup de bon sens. Et ils géreraient le budget de la sécurité sociale comme leur budget. C'est-à-dire, contrairement à ce que tu dis, on a de l'argent, puisque ce qui est prévu en 2027, c'est 278 milliards pour l'ONDAM 2027, si on regarde la loi de programmation de finances publiques. Donc, c'est pas zéro argent. Et un déficit qui augmente aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut adopter les mesures de lutte contre la fraude, dont certaines ont été mises dès ce PLFSS. Les Français ont raison. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la pertinence. La pertinence, et c'est la lutte contre le gaspillage. La pertinence, c'est aussi la pertinence de la dépense publique. Et moi, je rejoins Jérôme Guedj pour que les exonérations doivent être efficaces. Sinon, elles ne sont pas pertinentes et il faut les remettre en question. Et je rejoins aussi Monsieur Juvin, parce que le vrai sujet, il est où? Il est de créer de la richesse. Il faut que notre pays puisse produire plus de richesse par habitant pour pouvoir avoir moins de déficit avec autant de dépenses dans les années qui viennent. Donc on a ce double objectif de la pertinence des dépenses et de la richesse à augmenter. Je vais rajouter simplement, c'est peut-être une palissade, mais l'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est l'argent des Français. Et donc, arrêtons de jongler avec les milliards d'euros en disant on pourrait. Chaque fois que vous jonglez avec un milliard, c'est un milliard que vous avez pris dans la poche d'un Français ou d'une entreprise française. Revenons à ces basiques de l'économie. Alors, les questions des internautes avec Renaud Deguin. Oui, bonjour. Il y a une question, vous avez commencé à l'aborder pour la rémunération des médecins publics et privés. Mais en fait, c'est une question qu'on rencontre dans beaucoup de secteurs d'acteurs de santé. C'est la vision en silo des financements et qui est considérée par un certain nombre d'acteurs comme un des freins principaux du manque de mobilité et de transformation du système. On prend l'exemple de la délégation, en tout cas du partage des tâches. Sur quel point on se fixe et on s'arrête de parler, c'est sur le point du financement. Parce que c'est bien de partager les actes, mais qui est payé pourquoi? C'est la même chose pour la coordination. Est-ce que vous, en tant que parlementaire qui travaillez sur le PLFSS, vous voyez, c'est vraiment une question qui revient très souvent, vous voyez un moyen, c'est parce que le financement est un levier, pour aider à cette transformation dont on parle depuis plusieurs années. Et la discussion que vous avez aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas du tout de changement de modèle du système dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital pour qui ça pose un problème. Donc, est-ce qu'il y a un levier à vos yeux pour que le financement soit un levier de transformation et non pas d'enquistement du système actuel? Juste une remarque. Oui, je pense qu'un des leviers, c'est la simplification bureaucratique et administrative. On a tellement prenons les libéraux. On a tellement complexifié leur vie avec une paperasse absolument immense, plusieurs heures par semaine à régler des questions administratives, qu'on en est maintenant à se dire « Ah, c'est tellement compliqué qu'on va leur payer des assistants pour régler les problèmes qu'on a nous-mêmes créés. » Mais au lieu de payer des gens pour régler les problèmes administratifs... Vous caricaturez un petit peu sur le rôle des assistants. Non, mais excusez-moi, on a tellement complexifié la vie quotidienne des libéraux qu'on en est à se dire « Maintenant, on va leur payer des gens pour régler les problèmes qu'on a nous-mêmes créés. » Mais arrêtez de créer des problèmes d'ordre administratif et vous verrez, redonnez-leur du temps, simplifiez-leur la vie et là, vous aurez des marges de manœuvre parce que vous n'aurez pas à payer des tas d'outils
qui, naturellement, pourrait être fait par les libéraux eux-mêmes. C'est pas un peu, permettez-moi l'expression, et pour aller vite, un peu populiste, non, parce que mais non, finalement, c'est un système complexe, le système de santé à 650. Alors, je vais vous dire, le mot que vous venez d'utiliser, c'est complexe. Moi, je l'entends depuis des années. Ah, c'est complexe, on peut rien faire. Ah, c'est compliqué, on peut rien faire. Tous les pays voisins qui ont diminué leurs dépenses et qui ont tourné leurs dépenses vers plus d'efficacité ont commencé par cet effort de simplification. Il y a plusieurs rapports qui montrent qu'en France, je sors de la question de la santé, le poids du doublon, du triplet, de la complexité administrative, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Mais Philippe Juvin, pourquoi on n'y arrive pas? Parce que Xavier Bertrand a fait un plan sur la simplification. Parce que les gens tombent amoureux des structures qu'ils créent et qu'ils ont à gérer. Et donc, plus vous créez des structures, plus les gens tombent amoureux. Et que les rapports sont faits par l'inspection générale des affaires sociales. Non, mais il y a une culture. Jérôme Gage. Il y a une culture de l'hyper-contrôle administratif. Nous sommes le pays des droits de l'homme et de l'hyper-contrôle administratif. Alors, après, très rapidement, parce qu'on a quelques petites questions on a des importantes questions à vous sur la poser. prévention, Vous voulez et réagir? Non. Alors, Ouais, moi, je reviens sur la question qui était posée. Je crois vraiment qu'il faut avancer sur ce mode de rémunération qui converge pour les professionnels entre la ville et l'hôpital. Et la question était, est-ce que le PLFSS peut entraîner ça? Je répondrais oui. On a un exemple dès cette année quand on généralise les forfaitisations qu'on peut trouver dans le cadre des articles 51 qui sont généralisés et qui permettent des rémunérations aux équipes, par exemple. Ce sont des évolutions de financement qui sont pour moi un levier intéressant de transformation des organisations et du travail entre professionnels. Vous n'êtes pas un peu déçu sur quand même le sondage de notre ami BVA sur les Français s'intéressent assez peu à la prévention, le gouvernement ne sait pas que faire et c'est la faute des autres sur la fraude. C'est toujours la faute des autres, la fraude. Moi, le sondage, ce que je trouve révélateur et aussi intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est le sujet de préoccupation premier de nos concitoyens, les questions de santé, l'accès aux soins, etc. Et le décalage avec ces sujets dans le débat public et dans le débat politique. Voilà. Je reprends cet exemple. Quand on a des grands rendez-vous nationaux, politiques, élections présidentielles, les questions de santé, franchement, elles ne sont pas à la hauteur du niveau de préoccupation sur l'organisation, sur les déserts médicaux, sur la formation, sur l'accès aux soins, sur la rémunération des médecins, sur ce qu'on met dans un panier de soins, sur l'articulation entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. On a eu comme ça des moments un peu clivants. Je me rappelle en 2017, quand François Fillon était venu avec une proposition très forte, séparer le petit risque et le gros risque. Et de l'autre côté, on avait Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon qui, à l'inverse, proposait le 100%. Il n'y a pas que ça, mais ça lui a peut-être coûté. Proposer le 100% sécu. Mais je pense que ce débat-là, il est intéressant dans le débat public. Alors, et à l'époque, je trouve intéressant que Fillon, d'un côté, dise c'est petit risque, gros risque, c'est un choix de société. Et puis de l'autre côté, Mélenchon qui disait 100% sécu, c'est aussi un choix de société avec panier de soins. Et ce serait mieux si ce débat, il irriguait un peu dans l'année. Pascal, il faut qu'on parle de l'AME. Oui, absolument. Et sur la prévention, non mais simplement pour dire ça, sur la prévention, en tant que parlementaire, vous vous intéressez à la prévention après ce que l'on a vécu? Ce que je reproche à la prévention... Après ce que l'on a vécu avec la crise sanitaire. Ce que je reproche à la prévention à la française, c'est ce mythe du grand plan national uniforme. Ça ne marche pas. Et peut-être faut-il réfléchir à l'émergence de ces milliards de données, de data de santé, qui vont probablement nous permettre de faire de la prévention ciblée de plus en plus. Mais ça, c'est un changement de culture. Abandonner la politique du plan. Je suis gaulliste, comme vous l'avez rappelé. Enfin, je suis d'une famille gaulliste. Mais le plan, c'était avant-hier. La politique, désormais, nous avons des données quasi individualisées. Et l'utilisation de ces données nous permettra probablement de faire de la prévention beaucoup plus performante. Question rapide, l'AME, est-ce que l'AME va être établie à l'Assemblée? Ricoeur disait, en raison de son grand âge, il se tournait résolument vers l'avenir. Mais l'AME, bon, on a 2 minutes pour parler de l'AME, mais l'AME n'a pas été supprimée par le Sénat. L'AME, le Sénat a simplement mis l'aide médicale d'État à la hauteur de la moyenne des pays de l'Union européenne. Moi, je crois qu'un des éléments d'immigration, c'est qu'il y a une immigration pour soins. Vous savez que par exemple, les greffes 15% des greffes en France sont faites pour des étrangers en situation régulière et irrégulière. Les étrangers en France, c'est 7% de la population. Il y a une surreprésentation dans certaines pathologies. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas supprimer l'AME.
contrairement à la caricature qui est faite. C'est mettre l'AME à la moyenne des pays de l'Union européenne. Oui, mais réservé à l'urgence, donc c'est quand même une Non, restriction. pas du tout. Pardon, vous faites l'erreur Allez-y, traditionnelle. La rédaction du Sénat, c'est l'urgence. Vous avez raison, c'est aussi les pathologies graves, c'est-à-dire en réalité les ALD. Évidemment, on va soigner les cancers, les hypertensions et le diabète. Donc arrêtez de dire que c'est une aide médicale d'urgence, c'est une aide médicale de moyenne européenne. Point final. Je plains le médecin qui est obligé d'être solidaire avec ses collègues LR, parce que là, on touche, je le dis sincèrement, à une question de principe. Mais si, vraiment. Non, mais là, parce que même y compris d'agiter le fait qu'il y a une immigration liée à l'accès aux soins, avec une confusion à l'instant sur les chiffres de greffe, avec des gens, des étrangers en situation régulière et irrégulière. Vous le savez mieux que quiconque, on a une politique de coopération internationale en France en matière de greffe, et les étrangers qui viennent faire des greffes en France, ils payent au prix réel pour le coût de la sécurité sociale. Il n'y a pas d'immigration pour soi. Pour toi, il n'y a pas d'immigration pour soi. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire l'immigration pour soi. Je sais que c'est un choix, c'est un choix de vie personnel, de quitter un pays pour aller vers un autre, mais de considérer que le motif de l'accès aux soins, notamment dans les personnes en situation irrégulière, est celui qui va déterminer en premier le motif de la migration, c'est jeter la stigmatisation. Et puis surtout, et c'est pour ça que l'argument de dire on s'aligne sur les pays... ou alors il y a un problème avec tous vos collègues médecins qui considèrent qu'en termes de santé publique, en termes de prévention pour le coup, de dire... on va traiter uniquement dans l'urgence, parce que c'est ça l'alignement, ça se transforme en... Si, ce n'est pas vrai. Ça se transforme lisez l'amendement du Sénat, les maladies graves. En aide médicale d'urgence. C'est faux. Et donc, la prise en compte au long cours chez le médecin libéral, elle sera plus compliquée, et donc on va renvoyer mécaniquement vers l'hôpital et vers une situation où ce sera plus problématique en termes de santé publique. Donc c'est contre-productif en termes d'économie, et c'est très problématique en termes de santé publique. Alors, donc c'est vraiment la mesure aberrante. Non, mais la caricature est terrible. Dans nos pays, dans nos pays voisins, on ne voit pas dans les rues circuler des gens qui sont contagieux et en train de mourir. Il faut arrêter. Donc l'alignement sur les pays de l'Union européenne permet qu'il n'y ait pas de compétition sur les questions de santé. C'est caricatural. Ces malades se retrouveront à l'hôpital, donc c'est déficit de l'hôpital qui augmentera. Où est-ce que vous le voyez? C'est incroyable. Les gens la ne lisent pas. FHF est contre la suppression de l'AME. Lisez l'amendement du Sénat. Ce n'est pas ce qui est écrit. L'amendement du Sénat dit prise en charge des pathologies graves et ne vous dit pas que c'est à l'hôpital ou en ville. Mais grave, ça veut rien dire. Mais pas du tout, ça s'appelle les affections de longue durée. Ouais, il nous faut avoir la réponse de ces Stéphanie, pour savoir ce que le gouvernement va faire. Voilà, et Aurélien Rousseau était très clair. Je crois que l'AME est vraiment la caricature de ce qu'on peut faire de moins bien en politique. Voilà. Et notamment dans ce débat, parce que quand on regarde ce qui est écrit par le Sénat sur l'AMU, on peut arriver à faire plus de droits que l'AME actuelle pour les immigrés, puisque le Sénat englobe toute la prévention, des mesures de prévention. Donc c'est assez large et on pourrait imaginer par des décrets qu'on puisse faire en fait plus de droits que les droits actuels. On voit bien que le sujet de l'AME, il n'y a pas de sens, et tu l'as dit, il n'y a pas de sens humain, il n'y a pas de sens économique, puisqu'on sait que les malades arriveraient aux urgences et ça coûterait plus cher. Et donc, il n'y a pas de sens, bien sûr, de santé publique. Donc, calmement, l'AME doit... alors peut-être qu'il faut qu'il change de nom, pour justement que ça sorte d'un objet politique et qu'on puisse regarder dans cette AME ce qui mériterait éventuellement d'être évolué, de faire évoluer. Et le rapport de Claude Évin et de Stefanini permettra peut-être de nous faire avancer sur ces évolutions. Sortons de la posture politique sur ce sujet, qui est un sujet de santé publique. Il n'y a pas les gentils et les méchants. On ne va pas finir là-dessus. Il n'y a pas les gentils et il n'y a pas les méchants. Moi, je suis médecin. Depuis des années, je soigne tout le monde. Donc arrêtez de nous dire que nous ne voulons pas soigner les gens. C'est faux. Vous lisez l'amendement du Sénat. Non, mais c'est ainsi qu'est présenté le débat. Et c'est un débat qui est faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est faux. Alors justement, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de ce débat passionnant et pour le coup important, le déficit de la sécurité sociale va s'aggraver. 9 milliards l'année prochaine, 17 milliards en 2027. L'assurance maladie, ça se maintient aux alentours de 9-10 milliards. Donc il n'y a pas de perspective d'équilibre. Est-ce que ce déficit important qui s'aggrave dans les années à venir, pour le coup il y a une pluriannualité sur le déficit, est-ce que ça ne met pas en cause, en fragilité, la sécurité sociale, la solidarité? Comment vous voyez l'avenir quand même? Ça ne peut pas continuer comme ça, surtout que la CADES, qui est reportée depuis le plan Juppé régulièrement d'année en année, qui doit s'éteindre en 2033, mais qui va être prolongée, dont une partie pour le bien vieillir, 2,4 milliards. J'aimerais bien, ce n'est pas le cas.
j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. J'aurais préféré qu'on affecte une partie des ressources de la CADES pour financer la cinquième branche. La cinquième branche et la perte d'autonomie, et qu'on n'affecte pas la totalité de la dette Covid, comme on l'a fait à la CADES, en remboursant en 9 ans capital et intérêt, ce qui pour moi me paraît Alors la délirant. CADES, c'est 17 milliards par an à peu près, qu'elle se rapporte. Mais, Alors, Madame Berger nous a quand même annoncé une loi, une vraie grande loi. Oui, non. Me lancez pas sur le sujet, on est dans l'hémicycle sur ça en ce moment, mais c'est une petite victoire dont je suis pas mécontent. Enfin, c'est une annonce pour l'instant. Construite avec des parlementaires, y compris Renaissance, parce qu'on le demandait depuis des mois, et on attend aujourd'hui, je l'espère, une date pour que cette loi engage en 2024. On n'a pas la date encore. La date, on l'a pas encore, c'est le suspense est entier. Et comme on a déjà eu la promesse d'Emmanuel Macron en 2018 pour 2019, on se méfie un peu quand même des promesses. Ça veut dire que ça va arriver, voyons. Mais alors, non, sur le principe de la solidarité, très rapidement en 2 mots, est-ce qu'il y a un risque, pour conclure, et comment confronter et éviter ce risque? Mais bien sûr, il y a un risque majeur de scénario à la grecque sur les finances publiques, budget de l'État, sur les finances sociales, qui est tout à fait clair. Il faut que les Français sachent qu'on a un risque majeur d'écroulement du système. Donc, ou bien on se dit, on va continuer à piquer, à prélever un peu plus d'argent un peu partout, ou bien on a une vision structurelle. Et j'ai essayé d'esquisser 2 ou 3 sujets en particulier. Je pense que l'utilisation des data, l'utilisation de la qualité, de la transparence des données, ce sont des moyens qui vont nous permettre, et l'autonomie des professionnels de santé sont des moyens qui vont permettre de faire des soins meilleurs, et j'espère à des budgets contraints. Mais il y a un risque d'écroulement du système, j'en suis persuadé. Ouais, j'ai commencé en disant que c'était la gestion du flux, le PLFSS. Il faut vraiment qu'on s'attaque au stock, c'est-à-dire à des réformes structurantes si on veut effectivement conserver notre système de sécurité sociale dans les années qui viennent. D'accord. Je sais qu'avec vos PPL, propositions de loi, vous faites des réformes de stock, on va dire. Accès direct. Oui, Jérôme Guedj. La sécurité sociale, c'est l'outil du partage et de l'organisation de la solidarité dans notre pays. Voilà, et c'est au cœur de notre modèle républicain. Et donc, il faut assumer cette logique de partage. Et contrairement à ce que dit Philippe Juvin, je pense qu'il y a matière à mieux partager la richesse créée dans notre pays. Voilà. On a des concentrations d'inégalités, notamment de patrimoine aujourd'hui, qui questionnent et qui ne sont pas suffisamment mises à contribution pour le financement de ce bel outil du partage qu'est la sécurité sociale. Donc la réforme du financement de la sécurité sociale, qui n'exclut pas bien évidemment les exigences de qualité, ce que j'allais dire, de la vous êtes d'accord sur la qualité, oui. Mais évidemment, et il faut mener de front. Mais il faut aussi qu'on ait en tête que c'est un outil de redistribution, de solidarité face à des inégalités. Et en matière de santé, malheureusement, elles s'accroissent. Et que ça devrait être ça. Parce que le propre quand même du projet politique et de la Sécu singulièrement, c'est le droit au bonheur, c'est le droit à la vie douce. Et quand on voit les inégalités de santé qui s'accroissent, qu'elles soient sociales ou territoriales, ou par exemple avec les décalages sur l'espérance de vie, on se dit qu'on a encore matière à organiser ce partage. Voilà, et il faut mieux financer. Alors Pascal, merci. Merci madame, merci messieurs de ce débat important, fondamental, on pourrait dire. Merci aux équipes, à Françoise Millet, à Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de la santé, à Hortus et à LDC Santé. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et peut-être en décembre, qui vont nous inviter? Le ministre. Le ministre, on verra. Si... Et alors simplement, Philippe, les deux Philippe Juin. Oui, que disait Pierre Dac sur la prévision? La prévision est difficile quand il s'agit d'avenir. Voilà. Merci Churchill beaucoup. disait, quand on n'a plus d'argent, il faut avoir des idées.